Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes et leurs enjeux dans leur statut de collaborateur ? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons gratuitement les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger. Tous nos contenus sont disponibles sur le site internet, tous les liens se trouvent dans la description de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Amélie de Baudry-Tasson. Au-delà d'être extrêmement sympa, elle est counsel chez Dentons en droit immobilier. Cet échange a justement été l'occasion de revenir sur ce qu'est et sur ce qu'implique ce statut de counsel. Nous avons évoqué les changements structurels et générationnels que la profession d'avocat subit et comment prendre le tournant pour engager les équipes, en passant également par le sujet et l'intégration de l'intelligence artificielle dans la pratique. Aussi, Amélie nous a parlé du réseau qu'elle a cofondé et qu'elle préside, Elle est droit, un réseau qui connecte des femmes ayant en commun la pratique du droit. Je n'en dis pas plus. Bonne écoute. Amélie, merci beaucoup de venir participer au podcast. Avec plaisir, Eva. Je commence toujours de la même façon. Pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocate ? Plein de raisons. D'abord, j'ai un profil plutôt littéraire et j'aime débattre, j'aime écrire, j'aime argumenter. À l'origine, je voulais plutôt m'orienter vers Sciences Po. J'avais même fait une prépa pour ça, qui était formidable, parce qu'elle m'avait appris à travailler, à structurer ma pensée. Et j'ai échoué au grand oral de Sciences Po. Et là, un peu la dernière minute, je me suis dit, catastrophe, que faire de ma vie ? Et à ce moment-là, j'avais un professeur extraordinaire dans ma prépa qui s'appelait Eric Cobast, qui était prof à Assas aussi, et qui m'a dit, écoute, je pense que tu es faite pour le droit, donc fais-moi confiance, alors que je ne l'avais pas du tout envisagé, va à Assas et tu verras, et puis si ça ne te plaît pas, tu feras autre chose. Et en fait, je suis rentrée dans les études de droit un peu par dépit, et j'ai adoré du jour 1 au jour dernier. J'ai trouvé ça passionnant, tellement riche, tellement dense, et avec toujours cette volonté de débattre, d'argumenter, de convaincre qui m'a toujours énormément plu. Assez naturellement, derrière le droit, devenir avocate, c'était... Oui, pour moi, c'était un fil conducteur. C'est vrai que je ne me voyais pas du tout en tant que magistrate. Et le métier d'avocat, j'ai fait assez vite des stages pour me rendre compte de ce que c'était. J'ai été dans des beaux cabinets comme Clifford et j'ai vu l'exercice de cette belle profession et ça m'a vraiment donné envie. Ben ça fait plaisir d'entendre. C'est pas rare d'entendre que c'était pas une vocation au départ et qu'on apprend à l'aimer. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme matière où tu exerces depuis combien de temps ? Alors, ça va faire 10 ans au mois de novembre que je suis avocat en droit immobilier. Pourquoi l'immobilier ? Parce que je voulais une matière qui soit très concrète et qui ait une vraie richesse dans le droit. C'est-à-dire que je ne voulais pas être enfermée dans un type de droit. Le droit immobilier, c'est à la fois du droit des affaires, du droit civil, du droit administratif, du droit de l'environnement. C'est extrêmement riche d'un point de vue intellectuel. Et en même temps, je ne voulais pas être dans le droit des personnes parce que j'avais trop peur d'être affectée par les destins parfois tragiques des gens. Et donc, j'avais besoin d'avoir ce détachement par rapport aux hommes et aux femmes qui allaient être mes clients et avoir avec eux une relation d'affaires, évidemment une relation de confiance, mais je ne voulais pas avoir ce côté un peu psy qu'ont parfois certains types d'avocats. Et l'immobilier, pour moi, me semblait parfait. En plus, dernier point, mais mon père a fait toute sa carrière en immobilier, donc j'avais un peu une prédisposition. Et pour en avoir beaucoup parlé avec lui, je savais les implications de ce métier-là. Voilà. Et concrètement, le droit immobilier, ça implique qui comme acteur ? C'est quoi les sous-spécialités qu'il peut y avoir au quotidien Alors, il y a plein de types de cabinets, mais on ne l'a pas dit, mais tu travailles donc depuis presque 10 ans chez Dentons. Donc, dans ce type de cabinet, avec qui on travaille en droit immobilier ? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir eu toujours avec moi 2 mentors, 2 associés formidables. Un qui fait plutôt d'investissement et une autre qui fait de la promotion immobilière, donc qui s'appelle Pascal Schmitz et Véronique Lagarde. Et donc, c'est vrai que l'avocat en immobilier, en tout cas tel que je l'exerce, il a une multitude de capacités et de compétences qui, pour moi, est formidable. Donc, évidemment, le côté investissement,
la promotion, le développement, l'asset management. Je ne fais pas de contentieux, je suis même plutôt opposée au contentieux. On pourra en parler après si ça t'intéresse. Mais c'est vrai que l'éventail est large. Et on travaille évidemment avec les notaires, qui sont souvent nos alliés sur des opérations. On ne s'empiète pas du tout sur nos domaines de compétences respectifs. Et puis on travaille surtout, nos clients sont plutôt des fonds d'investissement, des foncières, des promoteurs. Okay. Voilà. Et alors, je suis intéressée dès à présent, pourquoi opposer au contentieux structurellement ou dans cette matière spécifiquement ? En fait, de manière un peu structurelle. C'est vrai que déjà, j'aime pas tellement l'idée de remettre le sort à un tiers. Et je trouve que c'est toujours une forme d'échec parce que ça veut dire que nous, en tant que conseil, on n'a pas réussi à assister notre client pour aboutir à une solution amiable. Et c'est vrai que j'essaye toujours de trouver une issue favorable, positive pour tous. Et pour moi, oui, le contentieux, c'est un échec. Donc, c'est vrai que j'ai jamais voulu m'embarquer dans cette pratique. Après, c'est formidable qu'il y ait des avocats spécialisés là-dedans et ils sont très compétents. En plus, c'est quelque chose de très technique. Je pense que si on ne pratique pas assez vite la procédure, qu'elle soit civile ou autre, on peut vite se prendre les pieds dans le tapis. Donc, oui, le contentieux, c'est... Éviter, à bénir. En tout cas, moi, dans mon quotidien. Après, je travaille dans mon équipe chez Dentons, on a un associé formidable, Maxime Simonet, qui est excellent en contentieux immobilier. Et puis, éventuellement, pour d'autres types de contentieux, on peut orienter nos clients. Mais c'est vrai que personnellement, c'est pas ma came, comme on dit. C'est assez rare pour le souligner. Ça fait donc presque 10 ans que tu es dans le même cabinet. Qu'est-ce qui t'a, au départ, on remonte 10 années en arrière, mais attiré? Et c'est quoi la recette magique pour rester justement dans un cabinet? Qu'est-ce qui fait rester un avocat 10 ans dans un cabinet? Je pense qu'il y a une accumulation de facteurs. Déjà, l'équipe, c'est le ciment de notre pratique. Moi, comme je l'ai dit, j'ai la chance d'évoluer dans une équipe formidable avec des gens qui sont à la fois brillants et sympas. Et c'est rare de combiner les deux, surtout dans notre métier. Et puis un cabinet qui est à la fois extrêmement dynamique. Dentons, en plus en immobilier, c'est vraiment une marque connue dans le monde entier et particulièrement en Europe. L'immobilier est un peu le fer de lance de ce cabinet. Ça nous donne aussi accès à des dossiers pan-européens passionnants, à des clients qui veulent cette force de frappe un peu globale qu'on a. Donc ça a les avantages du cabinet international et pour moi c'était très important parce que j'adore l'anglais et j'aime pratiquer l'anglais au quotidien dans mon travail. En plus ça te donne une ouverture d'esprit plutôt que d'avoir que des dossiers franco-français avec des clients uniquement français. Là on apprend plein de choses, c'est vraiment très riche. Et puis un cabinet qui est très soucieux du bien-être de ses collaborateurs. Et pour moi c'était aussi un axe majeur parce que souvent l'écueil de cabinets internationaux, c'est d'être, on va dire, un peu difficile, être pressurisant, très exigeant, à vous imposer des quotas d'heures faramineux. Et Dentons a toujours eu cette volonté de soigner ses équipes et de faire en sorte que les gens s'y sentent bien. Et donc forcément, ça se ressent sur la fidélité. Ouais, mais alors on entend tous les cabinets parce que c'est un petit peu aussi à la mode aujourd'hui d'essayer de mettre du bien-être chez leurs collaborateurs. Dans les faits, il y en a beaucoup qui échouent parce qu'ils n'ont pas forcément les méthodes. Pour toi, en tout cas, c'est quoi les exemples que tu as dans ton cabinet aujourd'hui qui te permettent de dire justement qu'ils se soucient concrètement du bien-être de ces avocats et de ces équipes de manière générale? C'est vrai qu'il y a une multitude d'exemples, mais déjà, si on parle du nombre d'heures, les seuils d'heures qui nous sont demandés pour pouvoir prétendre à des augmentations, des bonus, etc., ils sont raisonnables par rapport à des cabinets qui vous demandent de facturer 2000 heures par an. Ensuite, Dentons a voulu, je pense, en considération du Covid et de tout ce qui a suivi après, proposer une semaine de plus de congés par an. Donc c'est vrai que les collaborateurs et collaboratrices ont maintenant 6 semaines de congés, ce qui est quand même pas négligeable, surtout
pour les mamans et les papas qui gèrent les vacances scolaires. Et puis, il y a une volonté, là par exemple, ils ont mené toute une campagne cette année de formation sur le harcèlement. Okay. Où ils ont fait intervenir des professionnels, c'était passionnant. Enfin, voilà, c'est un cabinet qui, sans langue de bois aucune, mais qui vraiment soigne ses collabs. Ouais, en tout cas, prends les sujets à bras le corps et essaye de mettre en place des choses. Tu parlais, belle transition, mais tu parlais pour les papas et les mamans, une semaine de congé en plus. Moi, j'avais une question sur justement être avocate. Comment c'est perçu? Est-ce que, voilà, on voit que c'est un monde qui est encore très masculin, en tout cas. Plus on monte les échelons, parce qu'en fait, dans les études, il y en a autant, voire plus de femmes. Comment justement on se fait sa place en tant qu'avocate, comment on prend ces sujets et est-ce que tu as vu, et peut-être que ça a évolué, justement certaines discriminations ou certains moments où tu as dû plus prouver, plus travailler pour se faire ta place, quoi. C'est vrai que ce qui m'avait frappé, c'est, je me rappelle quand j'avais prêté serment, il y avait cette espèce d'énorme assemblée où il y avait 80%, c'était la promotion de l'EFB qui était là, il y avait 80% de femmes. La bâtonnière était une femme et la garde des Sceaux était une femme à ce moment-là. Et donc je me disais, c'est formidable, toutes ces femmes qui nous entourent. Et puis je suis arrivée en stage final et là je suis arrivée dans un cabinet où tous les associés sauf une étaient des hommes. Et en revanche, la strate en dessous, qui était l'équivalent des consuls, il y avait quasiment que des femmes. Et donc, je me disais, bon, c'est quand même pas tout à fait normal. Après, je vois les progrès qui sont intervenus en 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes montent de manière beaucoup plus souple, on va dire, que ça n'était avant, où clairement, c'était complètement bloqué. Et puis, encore une fois, moi, j'évolue dans une structure qui fait très attention à ce genre de choses. Par exemple, j'ai suivi un programme qui était mondial de Dentons, qui s'appelle le Women Advancement Program, et qui vous aide justement, qui vous accompagne dans la construction de votre carrière, que vous soyez avocat ou comptable, peu importe les fonctions que vous exercez chez Dentons. Ça, c'était passionnant. Et puis, si on voit les associés du bureau de Paris de Dentons, je pense qu'on n'est pas loin de la parité totale. Il y a vraiment beaucoup de femmes. Et encore une fois, jamais dans mon équipe, je n'ai senti ma qualité de femme comme un frein. Jamais. Parce que parfois, en fait, et heureusement que ça évolue, c'est assez rassurant, mais je pense qu'il y a une grande part aussi de ces freins qui sont mis directement par soi-même, en fait, en tant qu'avocate, en tant que... c'est souvent quand on passe... Counsel ou associé, c'est des périodes où souvent on devient maman, enfin en tout cas c'est les mêmes âges. Et donc ces freins, moi je le vois beaucoup, le départ en entreprise, il se fait de plus en plus tôt, mais il se fait aussi à cette période-là. Et alors peut-être pas chez Dentons, mais peut-être est-ce que tu le ressens dans tes consoeurs, dans d'autres cabinets aussi, où vraiment on a réussi là à passer un cap où c'est plus un sujet du tout, si ce n'est dans des cabinets un petit peu réac, disons. Je pense que ce sera toujours un sujet, mais peu importe les métiers, c'est pas propre au métier d'avocat. Après, pour moi, encore une fois, c'est pas tellement une question de cabinet, c'est une question d'équilibre que vous arrivez à mettre en place vous-même, déjà avec votre conjoint. C'est quand même important, d'avoir une équipe qui fonctionne. Et ensuite, vous, comment est-ce que vous arrivez à exercer votre métier ? Moi, par exemple, je trouve que c'est très important pour moi, en tout cas, de rentrer le soir pour coucher mes enfants et de retravailler après en me reconnectant via la connexion à distance. On a une telle chance maintenant d'avoir ces outils. Auparavant, les avocats passaient leur nuit au bureau, quoi. Et maintenant, j'ai plus tellement de raisons de rester tard le soir parce que je peux travailler de chez moi si j'ai besoin de le faire. Pareil le week-end, avant on allait au cabinet le week-end et maintenant vous allez dans n'importe quel cabinet, sauf cas assez rares, les gens ne sont pas là. Et s'ils doivent travailler, c'est parce qu'ils sont connectés à distance. Donc je pense qu'aujourd'hui on a des outils qui nous aident beaucoup. Après, c'est sûr que cet équilibre vie pro, vie perso, c'est une recherche éternelle, peut-être plus des femmes que des hommes, mais en tout cas... on a quand même des progrès qui ont été faits, qui sont considérables, qui méritent d'être salués.
Et donc, bien sûr que j'ai toujours cette frustration de ne pas être 100% dans chacune de mes devis. Mais si à la fin de votre journée, vous vous couchez en vous disant que vous avez fait un métier que vous aimez et que vos enfants vont bien, et enfin, vous voyez, je pense que c'est le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même. Et c'est surtout une quête, effectivement, de cet équilibre-là, qu'il n'y a pas un équilibre certain. Je veux dire, aujourd'hui, ça ne sera pas le même que demain. Et il y a un sujet aussi, je ne sais pas si tu le ressens justement dans ton management auprès des plus jeunes dans ton équipe, ou même le management que tes associés ont sur toi, mais un vrai changement générationnel sur la relation qu'ont les avocats au travail. Moi, j'entends beaucoup plus, et c'est notamment les avocats juniors qui parlent de cet équilibre de vie pro, vie perso. Ils ne le ressentent pas forcément de la même manière, j'ai l'impression que toi. Je comprends que tu travailles encore le week-end et c'est pas un problème ou c'est pas un sujet. En tout cas, tu l'as intégré et c'est ton métier. Est-ce que tu sens justement que chez les avocats plus jeunes, c'est un sujet? Je pense qu'effectivement, il y a un choc générationnel parce que les générations qui nous ont précédés d'avocats, on les a un peu élevés à la schlag en leur disant tu marches ou tu crèves. Et c'est vrai que si tu n'es pas content, il y a 10 personnes qui seront là derrière toi pour te remplacer. Je pense qu'aujourd'hui, la dynamique, elle est différente et on le voit, on en parlait ensemble tout à l'heure. Les cabinets, en tout cas les gros cabinets, ils ont plus de mal à recruter qu'avant. Et la nouvelle génération n'est pas aussi corvéable que les générations précédentes. Bon, on peut être pessimiste et dire c'était mieux avant. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a du bien et il y a du moins bien dans toute chose. Je trouve ça bien que les cabinets prennent conscience de la nécessité de soigner leurs collaborateurs. Donc, à l'instar de ce que fait Dentons. Et les cabinets qui restent dans le schéma d'avant avec des associés vieillissants qui se complaisent dans le fait de dire que les jeunes travaillent beaucoup moins bien que eux, bon, je pense que c'est des dinosaures qui ont vocation à disparaître. Mais en même temps, il faut aussi que la nouvelle génération ait un peu de mesure. Et on ne peut pas s'attendre du métier d'avocat à ce que ce soit... hyper cool, je travaille 35 heures par semaine, je prends 2 mois de vacances l'été. Enfin, il faut aussi comprendre le métier dans lequel on s'engage. Et c'est vrai que je le vois avec nos stagiaires ou même nos juniors. Parfois, ils sont un peu surpris de l'implication que nécessite ce métier. Mais en réalité, je pense qu'à partir du moment où on aime ce qu'on fait et qu'on est dédié à ça, les choses se mettent en place aussi quand même assez facilement. Et au début, moi, je me rappelle, je n'avais pas de distance. La nuit, je continuais à travailler dans ma tête. Je faisais des insomnies. Je me réveillais à 3 heures du matin en me disant « Mais pourquoi est-ce que tu as écrit cette clause de cette façon ? Mais c'est idiot !» Et donc, je me reconnectais sur mon ordinateur à 3 heures du matin. Aujourd'hui, les seules personnes qui me réveillent à 3 heures du matin sont mes enfants. Et évidemment que dans ma tête, je continue à travailler et à penser à mes clauses. Néanmoins, j'ai appris à mettre cette distance que je n'avais pas du tout en commençant mon métier. Ouais, bah, c'était ma question un petit peu suivante, c'est de savoir, il y a des phases transitoires dans cette profession et dans sa propre carrière. Est-ce qu'il y a des instants clés qui t'ont marqué comme ça ? Est-ce qu'il y a eu des... je sais pas, est-ce que c'est des passages de grade ? Est-ce que c'est juste une phrase d'un associé ? Est-ce que c'est un dossier en particulier qui te marque et qui arrive à te faire dire, bah voilà, là je passe un cap. Souvent les juniors me disent, les 2 premières années par exemple, je suis encore dans ma dernière partie de formation, un peu comme si j'étais encore à la faculté. Quand je suis passée senior, il y a eu ci, il y a eu ça. Est-ce que toi tu te rappelles un petit peu de certains moments clés ? Je me rappelle que mes associés me disaient beaucoup apprends à déléguer, apprends à ne pas être dans le contrôle permanent, à vouloir tout faire toute seule, à vouloir prendre tous les dossiers parce que tu veux montrer que tu es indispensable à l'équipe, que tu es un peu ce côté bon élève, première de classe, maîtresse. Bon, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Et pendant des années, pendant mes premières années de pratique, voilà, je ne déléguais rien à personne. J'étais un peu seule sur mon île. Et bon, c'était un passage qui, pour moi, en tout cas, était obligé. Mais je pense que le déclic qui a été important pour moi, c'est d'apprendre cette transition. Et maintenant, je suis counsel. La manière dont je travaille avec mon équipe est totalement différente de celle qui était la mienne il y a quelques années. On est vraiment une équipe.
Je travaille avec les stagiaires, avec les juniors et même avec mes associés pour mener un projet tous ensemble. Chacun a sa plus-value. Et j'ai enfin compris que c'était débile, à 10 ans de barreau, de passer 5 heures à refaire des recherches que quelqu'un avait fait pour moi. Évidemment, je vais les vérifier, mais je ne vais pas tout recommencer. Donc, c'est cette manière-là, je pense, de construire ma pratique. Et puis également la relation avec les clients. Quand on commence à travailler, on ne comprend pas vraiment les attentes, les besoins des clients. On n'a pas ces réflexes business. Au fur et à mesure qu'on grandit dans notre pratique, en âge et en ancienneté, on comprend quels sont les enjeux pour eux, des enjeux évidemment juridiques, mais pas que, des enjeux financiers, commerciaux, réputationnels, etc., stratégiques. Et donc tout ça, ça prend du temps à se construire. Et c'est vrai que je suis très admirative des jeunes avocats qui posent leur plaque tout de suite, qui se lancent seuls dans le métier. Moi, j'en aurais été incapable. J'ai vraiment eu besoin de ces 10 années et j'estime pas du tout que mon apprentissage est terminé. Au contraire, c'est ça qui est magique avec notre métier, c'est qu'on apprend de manière constante. Mais oui, j'ai vraiment eu besoin d'évoluer dans ma pratique. Et je pense que l'avocat que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que j'étais il y a 10 ans. Vraiment. C'est pas une généralité, mais ceux qui posent leur plaque très rapidement, c'est parfois sur des enjeux qui sont très différents. On le voit dans des dossiers un peu d'envergure, on a nécessairement besoin, déjà pour chercher un client, mais pour le traiter, d'avoir l'équipe ou d'avoir le nom du cabinet, comme on le disait, pour aller les récupérer. Tu parlais justement de ton passage en tant que counsel. C'est un terme qui est assez nébuleux, parce que on l'entend dans tous les cabinets, on l'entend pour des personnes qui sont des moments de leur carrière assez différents. Il y en a qui vont y rester en fait et qui ne passeront pas associés. Il y en a, c'est un track pour devenir associé. Qu'est-ce que c'est pour toi, en tout cas, et dans les chaussures dans lesquelles tu es aujourd'hui, être counsel? Pour moi, c'est vraiment un tremplin. C'est-à-dire que je le vois comme une marque de confiance de mon équipe déjà, et puis de mon cabinet. En disant, voilà, Amélie, on pense que c'est quelqu'un de bien et qu'elle a vocation à évoluer vers une association, chez nous ou ailleurs. Et donc, on veut lui montrer cette marque de confiance. Et vis-à-vis des clients, ça vous donne un statut qui n'est pas celui que j'avais en tant que collaboratrice senior. Mais pour moi, ce tremplin, il a une durée. C'est-à-dire que je ne le conçois pas du tout en me disant je vais rester counsel jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. Au contraire, ça nécessite pour moi d'engager un travail qui est le mien depuis à peu près 2 ans, de construction de ma propre clientèle, de développement. Bien sûr, de continuer à traiter les dossiers de mon cabinet, de mes associés, et d'avoir toujours la même implication. Mais il y a maintenant cette casquette supplémentaire qui se rajoute à moi, qui est vraiment de me dire, voilà, ma vieille, tu vas chercher des clients, tu vas développer, tu construis par toi-même quelque chose, tu ne te reposes pas uniquement sur ce que Dentons et tes associés génèrent. Et donc, c'est une période qui est challenging, parce que vous avez un peu 2 journées en une, et que parfois on se retrouve un peu perdu en se disant est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais y arriver, alors qu'on ne pensait pas forcément à ça. Moi en tout cas il y a quelques années je me disais pas est-ce que ça va marcher, je me disais juste voici ma to-do list, voici ce que je dois traiter pour mes associés, et maintenant c'est une autre façon de penser. Il faut les faire sortir et les exécuter, c'est ça un peu qui change. Oui, et construire par soi-même, parce que je ne peux pas juste rester dans ce rôle d'exécutante. Il faut que je sois, moi, apporteuse d'affaires, développeuse, et ça, c'est fondamental. Et c'est quoi justement les objectifs qu'on donne à un counsel? Enfin, j'imagine qu'il y a des choses qui sont listées. Enfin, c'est pas juste va essayer de chercher de la clientèle et voilà, on fait le point dans 2 ans. Enfin, qu'est-ce qu'on demande concrètement? C'est uniquement du chiffre d'affaires, un volume de clientèle, un volume de prospects. Enfin voilà, quels sont un peu les objectifs à aller chercher? C'est un ensemble de choses qui est d'ailleurs assez différent selon les pratiques, mais pour moi ce qui a été très important, c'est qu'on a des programmes qui ont été mis en place par Dentons, que ce soit au bureau de Paris ou au niveau européen, qui vous aident justement à déterminer les axes sur lesquels il faut travailler. Et que ce soit par exemple savoir pitcher,
savoir évaluer les honoraires qui correspondent à votre client et qui correspondent au travail que vous allez faire sur ce dossier. Évidemment, savoir présenter son équipe, sa pratique, être un peu un ambassadeur de votre cabinet et puis de vos compétences. Enfin, il y a vraiment un ensemble de choses. Après, bien sûr, tous les cabinets vont vous donner des chiffres précis qui sont à remplir pour pouvoir prétendre à une association. Mais en réalité, ce qui est intéressant d'abord, c'est ce cheminement que vous devez faire. Et il nécessite de travailler sur pas mal de choses. Parce que c'est vrai que nous, les métiers d'avocat, enfin les métiers du droit, on a fait des études qui sont purement juridiques, mais on ne nous a jamais fait travailler le marketing, la com, la finance. Moi, je ne savais même pas lire un bilan, quoi. Je ne connais rien en comptabilité. Et donc, on avait cette casquette purement juridique. Et maintenant, il faut sortir de ça, sortir de cette zone qui n'est pas d'ailleurs une zone de confort, parce que le droit n'est jamais une zone de confort. Mais donc, c'est un travail qui est passionnant, honnêtement, et qui se construit à horizon de plusieurs années. C'est pas quelque chose qu'on va faire en un jour. Je sais que c'est souvent des sujets qui peuvent être pas tabous, mais en tout cas, on les évoque pas forcément en interne ou en externe. Est-ce que justement, tu as des points de comparaison avec des personnes qui sont dans le même cas de figure, des confrères, des consoeurs, dans d'autres cabinets pour pouvoir voir et se rendre compte, est-ce que les exigences sont différentes? Comment ils s'y prennent aussi? Parce qu'en fait, encore une fois, ce statut, il veut tout dire et rien dire parfois. Et c'est important, je pense, de prendre de l'information et de challenger cette information qu'on a avec l'extérieur. Oui, bien sûr. C'est vrai que dans nos pratiques respectives, on a des équivalents, des homologues dans différents cabinets. Et on se retrouve sur des dossiers. Parfois, c'est des gens avec qui vous avez été en Master 2 ou à l'EFB, et avec qui vous avez noué une relation amicale. Donc évidemment qu'on en parle ensemble, mais c'est vrai qu'on peut se sentir assez vite un peu seul, et c'est une raison, je pense que tu voudras en parler, mais c'est notamment une des raisons pour lesquelles j'ai cofondé Elles et Droit. Tu me fais les transitions directement, c'est magnifique. C'est parce que je voulais que c'est vrai qu'on s'est adressé aux femmes, parce que voilà, c'était notre centre, entre guillemets, de préoccupation. On voulait créer une cellule dans laquelle on s'entraidait les unes les autres, on s'accompagnait dans le développement et la construction de notre carrière avec bienveillance. Et pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas au moment où on l'a cofondé en 2018 avec deux autres filles formidables, donc Géraldine Astrup, qui est maintenant associée chez Valmy, et Julie Molinier, qui est associée chez Berset. On voulait créer un réseau dans lequel on pouvait évoluer ensemble. Et ça me manquait beaucoup. Et depuis 2018, Elles et Droit m'apportent énormément. C'est pour recontextualiser, juste Elles et Droit, c'est donc une association où il y a uniquement des femmes qui viennent du domaine juridique, mais donc il n'y a pas uniquement que des avocates. Et justement, ce que tu me racontais, c'est que vous nourrissiez les unes les autres de vos expériences professionnelles et donc peut-être de petites anecdotes ou d'exemples en fait qui se sont passés dans vos carrières respectives. Oui, déjà on voulait pas d'entre-soi, donc c'est vrai que puis des réseaux d'avocates, il y en a plein déjà, donc c'est toute profession du droit confondue. On a évidemment des avocates, des juristes, des notaires, des huissiers, commissaires-priseurs, assistantes parlementaires. Bref, on a un éventail qui est large. Et l'idée étant, bien sûr, de se soutenir, c'est-à-dire que quand on est confronté à des problématiques pro, que ce soit vraiment purement technique, par exemple, j'ai besoin d'un huissier disponible, j'ai besoin d'un conseil en droit patrimonial, on prend notre annuaire et on s'appelle les unes les autres avec liberté, fluidité. Et puis, apport de dossier, on se chasse les unes les autres. Voilà, enfin, c'est un réseau qui est très vertueux, honnêtement. Et on est 120 membres aujourd'hui. J'ai la chance d'en être la présidente, mais c'est ma dernière année, parce que mon mandat se termine. Puis je resterai évidemment toujours impliquée dans l'association. Mais c'est un réseau qui nous apporte énormément. Et puis, vraiment, j'aime ce terme est un peu niais, humainement, mais c'est vrai, on rencontre des filles super, et c'est aussi formidable de pouvoir un peu élargir son champ de réseau.
Si on peut joindre l'utile à l'agréable, Exactement. C'est pas plus mal. Exactement. Et tu me disais qu'il y avait une volonté aussi de garder ce réseau il y a 120 personnes, donc c'est déjà beaucoup, mais restreint pour justement qu'il y ait un réseau de confiance pour pouvoir recommander justement les personnes. C'est vrai que même que ce soit pour un avocat ou d'autres professions, on a toujours du mal quand on ne sait pas le fond du métier de la personne qui est recommandée. Donc là, c'est un gage finalement de qualité là-dessus. Oui, et puis que les membres se connaissent, parce que si on est 300, en fait, les membres ne se connaîtront pas. Et puis, je suis persuadée que plus on est nombreuses, moins les membres se sentiront à l'aise, parce qu'elles seront un peu noyées dans une masse compacte. Après, c'est vrai qu'on est on a beaucoup de candidatures. Là, on est dans la clôture de notre phase de candidature annuelle. On a reçu 100 dossiers. Donc, alors qu'on est 120. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et puis, malheureusement, on est obligé de faire une sélection. Mais en même temps, nos membres qui sont là, du coup, elles s'investissent, du coup, elles participent. Alors qu'il est quand même assez facile de rentrer dans des réseaux pour venir une fois par an à un cocktail et de n'en tirer absolument rien. Là, le but, c'est qu'au contraire, chacune vraiment prenne sa place et soit proactive. Voilà. Et justement, je sais que c'est un sujet, alors on parlait de développement de clientèle personnelle, ou en tout cas pour le cabinet, de prendre sa place en tant qu'avocat et d'évoluer, etc. Est-ce que ce réseau ou d'autres t'a permis justement d'apprendre à faire du réseautage, du networking? Pareil, à la fac de droit, on apprend plein de choses techniques, mais on n'apprend pas à aller chercher du business, ou en tout cas à créer une relation qui, à court, moyen ou extrêmement long terme, parce que c'est directement la personne face à soi ou le frère du cousin du grand-père aura besoin d'un avocat en droit immobilier. Comment toi tu l'as appris à faire ça? Est-ce que peut-être que c'est les droits entre autres? Oui, bien sûr, les droits aident beaucoup. Mais encore une fois, moi je me rappelle, en immobilier, on a un événement annuel mondial qui s'appelle le MIPIM, qui est à Cannes, où il y a l'ensemble des professionnels de l'immobilier qui viennent et qui se retrouvent. Et la première fois que j'y suis allée, je sais pas, je devais avoir 3 ans de barreau. Et là, un sentiment de terreur absolue, parce que j'arrivais dans des événements où vous avez des cocktails avec 500 personnes. Et là, on vous lâche un peu dans l'arène, on dit « Allez, vas-y, va voir les gens. Bonjour madame, bonjour monsieur. » Et donc, c'est vrai que c'était absolument terrorisant. Et puis, évidemment, on prend sur soi et on le fait. Mais déjà, en évoluant dans sa pratique, forcément, au fur et à mesure, on connaît de mieux en mieux les acteurs. Et je suis persuadée qu'une des forces d'un professionnel du droit, quel qu'il soit, c'est de savoir recommander les bonnes personnes. Et c'est pour moi très important et très satisfaisant si j'ai un client ou peu importe, un ami qui vient me voir et qui me dit « J'ai un problème en droit de la famille, est-ce que tu as un bon conseil pour moi ?» De lui dire « Oui, appelle telle personne, les yeux fermés, tu peux y aller, elle est capable de traiter ton dossier avec la compétence qu'il faut. » Donc tout ça, c'est un ensemble, ça prend du temps à le construire. Et encore aujourd'hui, tous les jours, quand j'ai l'occasion de rencontrer des personnes qui sont à la fois compétentes et bienveillantes, parce que, encore une fois, c'est quand même fondamental. Voilà. Et donc, quand j'ai la chance de rencontrer des personnes qui remplissent ces 2 critères, c'est vrai qu'en général, je les garde auprès de moi en me disant quelle chance tu as d'avoir cette personne-là dans ton réseau. Ouais, c'est clair. Voilà. Et effectivement, le côté technique est extrêmement important, mais tout seul, il va faire un dossier, mais il ne sera pas recommandé derrière. Exactement. Surtout sur des matières un peu où l'humain rentre beaucoup en compte. Si on se tourne un peu sur l'avenir, alors il y a tout le sujet du coup, consulship, évolution de carrière, etc., création de ta clientèle, mais de manière un peu plus globale sur la profession, comment tu la vois évoluer? On en parlait, j'ai vu que tu avais participé sur des tables rondes sur l'intelligence artificielle, c'est un des sujets, mais comment ça tu l'intègres toi dans ta pratique? Est-ce que c'est un sujet qui te fait un peu peur à titre personnel ou à titre plus global pour la profession? Comment tu vois évoluer cette profession d'avocat qui est en plein changement technologique notamment? Alors, je pense qu'il y a plusieurs évolutions majeures. Déjà, le monde de l'avocat qui facturait des ponts d'or à ses clients, qui ne discutait pas les honoraires et qui était prêt à payer les yeux fermés, pour moi, c'est un monde qui est un peu derrière nous. Et on voit maintenant que les clients sont de plus en plus demandeurs
d'encadrement des honoraires, vous mettre sur des panels où vous êtes en concurrence avec des confrères, il faut aller pitcher, Donc, il y a quand même maintenant une compétition. Quand on voit le nombre d'avocats à Paris, l'évolution sur ces 15 dernières années, il y a eu une explosion du nombre d'avocats. Et donc, on est quand même dans un monde qui est ultra concurrentiel, où des gens qui sont bons dans votre matière, il y en a plein. Honnêtement, moi, des confrères qui sont bons en immobilier, je peux vous en citer une liste longue, et tant mieux pour eux. Néanmoins, il faut arriver du coup à faire son trou dans ce monde qui est un peu, je pense, qui est très difficile. Et à mon avis, c'était pas tellement le cas il y a ne serait-ce que 20 ans. Donc, ça, c'est sûr que c'est un premier problème. Le deuxième problème, on en a parlé, c'est les attentes des nouvelles générations. Donc, comment les traiter, à réussir à travailler ensemble en prenant en considération ces attentes-là, parce qu'il ne faut pas leur fermer la porte, mais en même temps en leur faisant comprendre qu'il y a une certaine réalité et il y a un certain jeu à jouer. Et puis, troisième point, effectivement, que tu l'as évoqué, c'est les évolutions technologiques. Pour moi, en réalité, ces évolutions, si on est dans un cadre qui est fiable, elles ne peuvent que nous servir. C'est vrai qu'un avocat, il y a une jurisprudence qui est devenue un peu connue d'une avocate au Canada qui s'est fait condamner parce qu'elle avait basé sa plaidoirie sur des jurisprudences qui avaient été générées par ChatGPT qui étaient fausses. Bon, cette avocate, elle a quand même pas pris 3 minutes pour aller vérifier la véracité des jurisprudences qu'elle citait. Donc, sa responsabilité professionnelle a été engagée, elle a été condamnée. Pour moi, si on se place dans un cadre d'intelligence artificielle qui est fiable, avec un contenu qui est sourcé, dont on vérifie la date de mise à jour, et qui est généré par des éditeurs qui sont des piliers du droit, et on les connaît tous et on les pratique au quotidien, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Au contraire, ça permet de répondre aux attentes des clients en termes de contrôle des honoraires. Parce que du coup, on va passer moins de temps sur des recherches de jurisprudence, par exemple, parce que l'IA va nous en sortir et nous les présélectionner. Il n'empêche que votre travail d'avocat, il reste le même, parce qu'il faut quand même analyser les jurisprudences que l'IA vous a produites, vérifier leur pertinence, vérifier comment elles pourraient s'appliquer au cas d'espèce, et c'est pas l'IA qui va bâtir votre argumentaire. Alors oui, on va gagner du temps pour faire traduire, avant on passait des heures à traduire des contrats en anglais. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on va utiliser ces solutions qui vont vous faire une traduction. Il n'empêche que la traduction, il faut la vérifier, il faut la réécrire en partie, et que ces outils-là, pour moi, ne nous remplaceront pas. Ils sont plus là pour nous faire gagner du temps, mais encore une fois, à utiliser vraiment avec précaution. Et pour moi, c'est plus un enjeu pour les nouvelles générations, c'est de leur faire comprendre que, en réalité, ça ne les remplace pas. Et on voit parfois des stagiaires qui vont se dire « Ah bah voilà, l'IA m'a généré 60 jurisprudences, donc je vais balancer les 60 jurisprudences à l'avocat pour qu'il en fasse sa tambouille. » Ben non, en fait, c'est à toi d'analyser 60 jurisprudences. Tu m'en sélectionnes 10, et ces 10-là, on les revoit ensemble et on va bâtir un argumentaire là-dessus. Donc, aucune crainte de ma part, dès lors que c'est dans un cadre fiable. Voilà. Très clair. Et surtout, je retiens aussi de prendre ces outils en main dès maintenant, parce que on est déjà presque tard dans le process, mais on en entend beaucoup parler depuis quelques semaines, depuis quelques mois, notamment le barreau de Paris qui a pris ça un peu à bras-le-corps, et tant mieux. Tant mieux. Parce qu'en fait, c'est pas en le mettant sous le tapis que ça ne va pas ressortir de l'autre côté, et donc il vaut mieux bien l'utiliser que faire semblant de ne pas l'utiliser. Exactement. Alors que tout le monde va commencer à l'utiliser à un moment donné. Et moi je le vois, c'est très très récent que les avocats osent le dire, qu'ils l'utilisent, et heureusement, enfin je veux dire, toutes les professions les utilisent, donc exactement. C'est vrai qu'il y a une certaine je ne sais pas si on peut parler de honte, mais en tout cas une volonté de ne pas communiquer là-dessus. Bon, après, encore une fois, moi je pense que notre plus-value, l'essentiel de notre métier, c'est pas ça. Et donc on ne communique pas dessus parce que c'est pas fondamental. Néanmoins, ce qui est fondamental, c'est la qualité de notre travail, l'argumentaire qu'on va développer pour notre client. Mais ces outils-là, ils sont indispensables. On ne peut pas continuer à les ignorer. Et c'est vrai que l'initiative du barreau de Paris, tu l'as indiqué, de donner accès à titre gratuit à une solution d'IA que pour les avocats à titre individuel ou qui exercent à deux,
pendant une durée limitée, ou au moins ça va leur mettre le pied à l'étrier. Et je pense que c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont seuls, qui n'ont pas les moyens de payer ces outils-là, et qui là, du coup, vont pouvoir en bénéficier. Et je pense que ça va considérablement impacter leur pratique. On fera le point dans un an. Amélie, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Je ne mets pas de temporalité, mais pour la suite. Écoute, idéalement, être associé en immobilier chez Dentons, avoir une famille qui va bien et continuer à être heureuse. Eh bien, écoute, on reste là-dessus. Merci Eva. À très vite. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.neriac-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite.